Bonsoir à tous. Ce soir, après la semaine dernière pendant laquelle, nous avons repris, les cours de l'année en entamant avec un préambule sur la notion de devoir, que nous avions déjà traité l'année dernière, nous allons parler aujourd'hui des vertus dans leur, approche maçonnique au régime écossais rectifié, en expliquant un peu de quoi il retourne pour que ce soit plus clair pour la plupart d'entre nous qui commençons tout juste à nous intéresser à ces, sujets en ayant été reçus il y a peu de temps au sein de la franc-maçonnerie et du régime écossais rectifié plus en particulier. Mais avant d'aller plus loin, sur la notion des vertus et avant de les expliquer davantage, je voulais revenir sur le devoir dont j'ai parlé la semaine dernière, en rappelant que je l'intégrais et que je le sortais d'un extrait de l'instruction morale, dans l'un des tout premiers paragraphes et paragraphe qui permet de mettre en contexte un petit peu mieux ce qui est attendu d'un apprenti lorsqu'il, commence son parcours. Et ce paragraphe est important, c'est le tout premier, et il est particulièrement important dans la mesure où il explique ce que l'on doit faire, comment on doit se comporter. Et dans quel, type d'ordre on est rentré. Il s'agit d'être particulièrement attentif à ces premières phrases qui nous mettent, tout de suite dans le contexte, dans le bain de ce qui est, à venir au régime écossais rectifié. Lorsque je lis l'instruction morale, je me donne comme règle de ne laisser aucun détail au hasard et je vous recommande d'en faire autant. Ce texte de l'instruction morale, qui est certes long, complexe, a pourtant été écrit véritablement pour vous. Et il a été écrit il y a 250 ans, 270 ans, par des frères qui comptent parmi les plus sages des siècles passés. Si vous commencez à relire ou si vous lisez pour la première fois ces textes, en vous mettant pendant votre lecture dans la véritable position d'un destinataire, comme celui qui reçoit une lettre, un courrier. Si vous comprenez que n'oubliez pas que Jean-Baptiste Villermoz, d'autres, frères de l'époque étaient férus de courriers, de lettres, d'échanges épistolaires comme, on est féru aujourd'hui de courriels et de textos. À l'époque, on s'envoyait des lettres et Villermoz n'en était pas à sa première lettre puisqu'il a écrit une quantité de correspondances énorme qu'il nous a laissé d'ailleurs, que la postérité nous a laissé et qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il a fait. Mais pour en revenir au texte qui correspond à un texte fondamental, à un écrit fondamental du régime écossais rectifié, l'instruction morale pour le grade d'apprenti, reprenez-la en la lisant comme si elle avait été écrite pour vous. Si vous comprenez que ce texte est une lettre qui vous est adressée, que vous avez reçue de la part de Jean-Baptiste Villermoz lui-même, et que vous comprenez qu'il l'a véritablement écrit avec l'intention de vous la remettre à vous seul, comme s'il vous connaissait, et en réalité, il vous connaît. Et qui vous l'est remis pour que vous la lisiez et que vous la compreniez et que vous compreniez ce que contient le système que lui et les maçons qui l'ont accompagné ont créé à leur époque pour toutes les époques de l'homme. Alors si vous comprenez cela et si vous vous mettez dans cette attitude vis-à-vis de la lecture, si vous ouvrez vos oreilles et que vous avez de l'attention à propos de, ces enseignements, si vous redoublez d'attention et que vous ne laissez aucun détail au hasard, alors vous allez voir
Votre lecture va changer du tout au tout, dans la mesure où vous allez vous mettre à écouter ce qui est dit, mot à mot, avec la plus grande attention et vous allez comprendre, commencer à comprendre ensuite ce qui est dit véritablement. Je remarque tout le temps que ce texte est absolument méconnu par souvent des frères, des sœurs qui sont dans l'ordre maçonnique depuis parfois 15, 20, 30 ans, 40 ans, sans n'avoir jamais écouté et eu de l'attention pour ce texte qui a été écrit pour eux. C'est dommage. C'est dommage parce que l'intégralité de l'enseignement maçonnique jusqu'au plus haut degré est comprise à l'intérieur de cette instruction relativement longue et ô combien complexe, on nous l'a régulièrement dit à la fin des cérémonies de réception. Bien, la dernière fois, nous avions fait quelques mises au point sur la notion du devoir et si vous comprenez la dimension non pas imposée, astreinte du devoir, mais sa dimension éthique, vous allez commencer à vous rendre attentif aux choses qui ont été dites, aux choses qui ont de l'importance, et vous allez commencer à prioriser les choses en laissant de côté l'inutile. Et vous allez voir, c'est très pratique pour remplir ses devoirs et pour commencer à pratiquer la vertu. Et à ce moment-là, la connaissance de vos devoirs et de la vertu, et des vertus que vous avez à découvrir, va être révélée à vos yeux et va devenir une chose extraordinaire, car elle donne, lorsqu'on la connaît, elle donne soudainement un sens énorme, absolu, à notre vie qui se met non pas à être une vie dans un mode réactif, mais une vie sur un mode proactif qui se met à vivre la vraie vie, à vivre la vie pour de vrai. C'est-à-dire une vie en harmonie avec l'extérieur, le monde extérieur et l'intérieur, la vie intérieure, en faisant ce lien entre les 2 et en harmonisant cette dualité. Lorsque vous commencez à vous laisser pénétrer de cette responsabilité que sont vos devoirs, vous entrez dans l'instruction morale, pardon, vous entrez dans ce que l'instruction morale appelle une classe distinctive d'hommes voués par goût et par devoir à l'exercice des vertus et à l'exercice des connaissances qui conduisent à ces vertus. Cette phrase qui est au tout début de l'instruction morale est absolument essentielle et c'est elle qui va guider nos pas dans cette heure de cours sur la vertu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prendre 5 profondes respirations en décroisant les jambes et en laissant nos bras sur nos cuisses, en prenant ces 5 respirations à partir de l'abdomen afin de rentrer et de nous mettre en attention pour écouter ce que ce sujet a à nous dire. On y va. Merci beaucoup. La vertu est soumise à un paradoxe très fort. D'une part, on affirme qu'il faut être un homme vertueux pour être bon, mais d'autre part, en affirmant une telle chose, on finit bien souvent par punir et tuer au nom même de la vertu. Tant et si bien qu'on est vertueux
seulement au début du cheminement, mais qu'à la fin, lorsqu'on est un garant de cette vertu, voire un soldat de la vertu, on n'est ni vertueux ni bon et on se retrouve être exactement ce qu'on reproche à ceux qui ne le sont pas, à nos yeux. Que l'on soit parent vis-à-vis de ses enfants, à leur enseigner les bonnes manières ou la vertu, que l'on soit en couple avec sa femme, avec son mari, entre amis, que l'on soit le maître d'un élève, on a tous tendance à imposer une manière de concevoir la vertu qui est la nôtre, parce que cette manière a fonctionné pour nous à tel moment, dans telle circonstance. Elle nous a permis d'être, ou donner l'illusion d'être un homme bon pendant tel ou tel moment, si bien que, on veut que les autres, et particulièrement les êtres qui nous sont chers, remarquons, en fassent autant. Ça part d'une très bonne intention, ça part d'une beaucoup moins bonne intention lorsque nous-mêmes n'avons jamais été véritablement vertueux, n'avons jamais vraiment appliqué la vertu, mais que l'on impose parce qu'on nous en a on nous en a donné le ministère, on impose aux autres, sur punition et sanction, un mode de pensée et un mode d'être. À cause de cela, à cause de ces travers qui ont traversé les siècles, il y a eu toute une critique de la vertu au cours de la pensée humaine, critique parfois déplacée, mais qui a eu le mérite, d'exister pour en finir et qui se justifie du fait de vouloir en finir avec ce paradoxe incompréhensible qui a été et qui est encore aujourd'hui le déclencheur de nombreuses guerres. Aujourd'hui, c'est le cas en Iran, mais ce fut aussi le cas lors de l'Inquisition espagnole, qui est un des grands exemples de la politique meurtrière de la vertu. Ce fut également le cas lors de la Terreur, où il y avait une police de la vertu, et également encore lors des guerres de religion en Angleterre, durant lesquelles s'opposaient 2 clans politico-religieux. Je rappelle cet épisode très important, les guerres de religion au XVIIe et XVIIIe siècle en Angleterre, qui ont opposé notamment les stuartistes catholiques écossais et les hanovriens protestants anglais, qu'on a aussi appelés plus tard les anglicans. Cet épisode historique, qui a pris nom, entre autres, des révoltes jacobites, est fondamental particulièrement pour nous, car c'est à ce moment de l'histoire que naît la franc-maçonnerie spéculative telle qu'on la connaît encore aujourd'hui dans certaines loges, ou en tout cas dans certaines loges et dans certaines dites grandes loges ou obédiences, on en retrouve les vestiges. Il y a un auteur en particulier qui a très bien fait son travail, immense travail, considérable, pour clarifier cette époque qui est complexe et qui a démêlé la légende de la naissance de la franc-maçonnerie spéculative. Cet auteur, c'est André Kervella, qui est un auteur encore vivant, chercheur, contemporain et qui a écrit toute une série de livres à ce sujet et qui continue d'en écrire, et j'invite les plus curieux à se procurer plusieurs livres sur le sujet, notamment La Passion écossaise, mais d'autres dont on pourra mettre les références en description de la vidéo, à la demande. Pour mieux comprendre comment l'histoire de la franc-maçonnerie n'est pas aussi simple que, certaines planches voudraient le laisser croire lorsque l'on prend les choses de manière un peu simpliste. En réalité, cette, époque historique a vu naître la franc-maçonnerie en réponse
c'est vrai, à une approche de la société anglaise dans laquelle on trucidait son frère au nom de la vertu. Il faut savoir que pendant ces guerres de religion et pendant ces révoltes jacobites, on a eu dans les loges anglaises et écossaises des Anglais et des Écossais qui étaient pour les uns catholiques, pour les autres protestants, anglicans, et qui, s'ils s'embrassaient en tenue, se faisaient la guerre à l'extérieur et dans les rues. Et donc, il y a eu des cas extrêmement incompréhensibles pour nous, modernes et contemporains, pour lesquels la franc-maçonnerie serait l'avènement de la paix mondiale. Ça n'a pas toujours été ainsi, mais il faut bien reconnaître que la première forme canonique de la franc-maçonnerie, celle telle qu'on la conçoit aujourd'hui, a été façonnée par un certain James Anderson et par son compère français, au demeurant, qui s'appelle Jean-Théophile Desaguliers et à qu'il ne faut pas confondre, c'est bien important, avec un certain René Desaguliers. J'ai vu souvent l'erreur, René Desaguliers étant un pseudonyme, le pseudonyme d'un maçon français du XXe siècle qui s'appelait en réalité René Guilly et qui a été notamment le conservateur du musée du Louvre et qui a été un grand maçon qui a beaucoup apporté à son époque, qui est celle de la deuxième moitié du XXe siècle en France et, et d'ailleurs dans le reste du monde pour ses recherches. Bref, cette première forme de maçonnerie dite andersonienne, du nom du pasteur Anderson, partait d'un bon sentiment et c'est important de le reconnaître. Ce bon sentiment était le suivant, rendre plus tolérant son ou ses frères anglais et écossais de l'époque pour régler les querelles sanguinaires qu'il y avait à ce moment-là et depuis près de 100 ans, je précise. Aussi, cette approche de la naissance de la franc-maçonnerie telle qu'on la conçoit en 1723 avec les fameuses constitutions d'Anderson qui ont été publiées en 1723 mais écrites quelques années plus tôt, sont le résultat d'une volonté d'adoucir les mœurs de la société de leur époque. Comment? Par l'exhortation à la tolérance, il est vrai, et c'était très bien. Mais il faut reconnaître que cela ne nécessite pas forcément et ne nécessitait déjà pas à l'époque toute la quantité de cérémonies, protocoles, rituels, etc., qui se sont invités naturellement par, de par l'origine parfois mythique, parfois légendaire de la franc-maçonnerie au sein des cérémonies. Autrement dit, si la franc-maçonnerie n'avait eu qu'un but d'adoucir les mœurs, il y avait autre chose que la franc-maçonnerie pour adoucir les mœurs. Peut-être que la musique pouvait suffire. Bon, la réalité, c'est que pendant plusieurs années, pendant quelques dizaines d'années, la franc-maçonnerie a joué ce rôle et elle a même bien joué ce rôle puisque force est de constater qu'elle a permis, entre autres, n'étant pas la seule en Angleterre, véritablement d'adoucir les mœurs, de calmer le jeu et de participer, de près ou de loin, à la fin des guerres de religion en Angleterre, mais de manière je dirais, sociologique. Voilà pour ce qui est de l'antériorité par rapport à la franc-maçonnerie rectifiée. Pourquoi la franc-maçonnerie s'appelle-t-elle la franc-maçonnerie rectifiée? Notons d'ailleurs que les rituels du régime écossais rectifié sont particulièrement plus sobres que ne l'étaient à l'époque ceux des premiers francs-maçons anglais et ensuite des francs-maçons français, notamment du fameux rite français qui est encore pratiqué aujourd'hui et dans lequel plusieurs dizaines de grades voient venir un tas de mythes et légendes mises en scène différents. Villermoz, qui a connu tous ces systèmes de l'époque, tous, ou en tout cas une telle grande majorité qu'il était certainement l'un de ceux qui avaient le meilleur savoir, la meilleure encyclopédie maçonnique de son temps,
Villermoz a ces mots précis qu'il a écrits et que vous lirez un jour peut-être pour faire comprendre que la franc-maçonnerie ne sert pas seulement à faire un cours de morale. Ces mots que je vais vous donner sont les suivants. La franc-maçonnerie fondamentale a un but universel, je souligne, que la morale seule ne pourrait remplir. La pratique de la saine morale et des devoirs de la société sont en vérité le but apparent des grades. Mais ces vertus, là je souligne encore, mais ces vertus ne peuvent en être le but réel. Et Villermoz de continuer dans cette instruction importante. Qu'aurait-elle besoin, la franc-maçonnerie, qu'aurait-elle besoin alors d'emblèmes, de mystères et d'initiations si son seul but n'était que de transmettre des vertus? Son but à la franc-maçonnerie, termine-t-il, est d'éclairer l'homme sur sa nature, vous m'avez souvent entendu le dire, sur son origine et sur sa destination. Ces mots de nature, d'origine et de destination, c'est moi qui reprends, font, ou plus exactement, ont un large écho tout au long des rituels, des textes fondateurs et des cérémonies du système rectifié. La conception rectifiée de la franc-maçonnerie vise à donner à cette dernière une perspective beaucoup plus grande que celle qui fut celle des Anglais quelques années, quelques décennies auparavant. Pour vous resituer dans le contexte, cette franc-maçonnerie dite anglaise apparaît au tournant des années 1720. Villermoz est vraisemblablement est initié dans les années 1730-40 et une vingtaine, trentaine d'années plus tard, dans les années 1770-80, il en arrive après de nombreuses, je dirais, recherches, curiosités, pérégrinations sur le sujet de la franc-maçonnerie, en la pratiquant sous toutes ses formes, il en arrive à, je dirais, ciseler ce nouveau régime qui est celui que nous pratiquons aujourd'hui, en rectifiant l'intégralité, en essayant, disons, mais avec quel succès, de rectifier ce qu'il a connu de son temps et ce qu'il a compris de son temps de la franc-maçonnerie. Donc on comprend que le régime écossais rectifié qui prend naissance comme acte en 1782 et qui avait déjà commencé à naître depuis environ dans l'esprit de ces, pas seulement de Villermoz, mais bien évidemment de certains autres influents de son époque qui étaient ses frères, euh, a pris naissance peut-être une trentaine, à peine quarantaine d'années après la fameuse naissance de la franc-maçonnerie dite anglaise, qui est le plus souvent retenue dans les grandes loges ou dans les grands orients. Effectivement, nous sommes résolument en opposition avec cette vision et en opposition pour une raison qui est assez simple au fond, qui est que nos fondateurs, qui connaissaient parfaitement bien ces régimes, ont décidé non pas de les quitter, mais de les rectifier sans ajouter, mais en retirant et en trouvant un système qui est celui qui est le nôtre et qui, ma foi, a beaucoup fonctionné pour beaucoup d'entre nous. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un système, et c'est très important de le comprendre, il ne s'agit pas du seul et unique système pour entrer dans la connaissance et dans les mystères. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas l'unique et le seul et unique système qu'il n'est pas bon, voire meilleur que d'autres qui fonctionnent moins bien. Dans la vie, il y a des systèmes qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Chacun a le choix de pratiquer et d'entrer, de mettre en pratique le système qu'il souhaite, et il convient de respecter le système de l'autre et de ne pas l'interdire. Quoi qu'il en soit, pour revenir au sujet
des vertus et pour comprendre dans quelle mesure le régime écossais rectifié va plus loin que, la franc-maçonnerie andersonienne qui se limite à la transmission d'une morale. En réalité, la découverte progressive des vertus au régime écossais rectifié, qui se fait au fur et à mesure des grades et de manière très codifiée, s'intègre dans une entreprise d'enseignement et dans une entreprise initiatique bien plus vaste qui vise à quelle mission? Eh bien, qui vise à accomplir l'homme qui a décidé librement de s'y consacrer entièrement. Revenons à ce que veut dire la vertu. Le mot latin virtu dérive de la racine latine vir, viris, qui signifie l'homme, et qui provient en réalité d'une vision grecque de ce qu'est la vertu. Les philosophes grecs étaient imprégnés de l'idée de vertu et l'ont transmis aux Romains. Platon fait dire à Socrate beaucoup de choses à propos de la vertu. D'abord, Socrate se demande si la vertu peut s'enseigner. C'est intéressant. Socrate lui-même, qui est enseignant, qui est accoucheur des âmes, comme il se décrivait, se demande, s'interroge sur la capacité que l'homme a de transmettre, d'enseigner la vertu à un plus jeune. Il en doute, mais il se garde bien de nous parler d'initiation pour transmettre la vertu. J'émets l'hypothèse que, et je la défends, que Socrate savait très bien, comme Platon après lui, et comme Aristote, et comme toute une tradition initiatique de son époque, savait très bien que la vertu s'enseignait non pas à travers des cours comme aujourd'hui, mais à travers des initiations et des cérémonies. Je n'en ai pas la preuve, mais certains éléments me font fortement y croire. Deuxièmement, à propos de ce que Platon fait dire à Socrate de la vertu, il en propose la définition suivante, qui est de dire que la vertu est la faculté d'une chose à mettre en pratique ce qu'elle est en idée. Autrement dit, la vertu d'une table, c'est de mettre en pratique le fait d'être une table sur laquelle on peut poser des choses, pour dire les choses simplement. La vertu d'un verre d'eau, c'est sa capacité à servir de verre d'eau lorsque l'on met un liquide dedans afin de le boire. La vertu d'une chandelle, c'est d'émettre de la lumière lorsqu'on en brûle la mèche, par exemple. Dans ces conditions, la vertu d'un homme, c'est d'être un homme qui est entièrement homme. C'est d'être un homme qui est entièrement lui-même, qui est entièrement accompli. Pour réaliser ce passage du potentiel au réel, que d'autres traditions s'évertuent à dire à leurs disciples et à leurs adeptes, pour réaliser cette transformation, cette mutation, cette métamorphose de l'intérieur à l'extérieur, de l'être à l'existence, il faut passer par non seulement des enseignements, mais des vécus intérieurs et initiatiques qui vont nous être ensuite expliqués. Raison pour laquelle cette instruction morale qui vient immédiatement après la cérémonie de réception au grade d'apprenti et qui correspond de manière écrite dans les manuscrits d'origine, intitulée cette instruction morale, deuxième partie de la cérémonie de réception. Elle est exacte, la cérémonie
que tous nous avons connue est incomplète si elle n'est pas accompagnée en entier de cette explication et de cette instruction morale, car elle donne toute l'explication de ce qui vient de se dérouler. Je sais que ça paraît immense, mais c'est exactement ce qui est attendu en réalité de la part de nos fondateurs. Alors je sais bien que c'est difficile de réaliser à chaque cérémonie cette, instruction qui, en plus d'être longue, demande d'être bien récitée, bien dite, bien déclamée pour être comprise. Aussi, je comprends tout à fait que beaucoup d'entre nous, en plus de la faire lire de temps à autre, mais en ne pouvant pas le faire à chaque fois, rappellent à tous les frères et les sœurs, peu importe leur grade, que cette instruction correspond à l'explication globale de tout ce qu'ils ont vécu et dans laquelle ils peuvent trouver l'intégralité de la doctrine du régime écossais rectifié. Je dis bien l'intégralité, peu importe le grade dans lequel ils se trouvent actuellement. On entre, quand on commence à voir la vertu sous cet angle, qui est de passer de l'intérieur à l'extérieur, du visible à l'invisible, du potentiel au réel. Quand on commence à concevoir la vertu de cette manière, quand on commence à concevoir l'homme vertueux de cette manière, on entre dans une dimension différente. Alors il faut mettre de la perspective dans les choses. D'abord, il y a la vertu, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, l'homme accompli qui est totalement maître de ce qu'il est, qui a résolu le mystère de son existence, qui est un vrai homme, vertueux, sage, serein, sérénissime, grand maître de lui-même et de ce qui l'entoure. Bien. Ça, c'est la vision la plus aboutie de la vertu, la plus spirituelle de la vertu, la plus inatteignable. Ensuite, il y a les vertus, au pluriel, qui permettent déjà de mettre en perspective et qui sont des déclinaisons de l'homme, de ce fameux homme accompli. Ces vertus canoniques, 2500 ans d'histoire, depuis la Grèce et ensuite depuis la nouvelle ère, ces 2500 ans d'histoire qui nous séparent des philosophes antiques nous ont transmis ce que l'on peut appeler le canon des vertus. 3 d'entre elles font même partie des Écritures saintes pour le chrétien. Écritures saintes voulant dire qu'elles ont été littéralement inspirées par Dieu. Troisièmement, après la vertu, après les vertus, il y a les connaissances nécessaires pour pratiquer ces vertus. Et oui, parce que les vertus, cardinales et théologales, pour ne pas les cacher, ne sont pas si simples non plus à connaître et à comprendre. Elles ne sont pas immédiatement comprises. Il faut un certain nombre de connaissances, il faut acquérir un certain nombre de connaissances pour commencer à pratiquer correctement ces vertus, pour comprendre ce que l'on fait en les pratiquant. Il ne s'agit pas de dire: «Sois juste, je vais être juste, sois tolérant, sois tempérant, je vais être tempérant, sois prudent, je vais être prudent, sois fort, je vais être fort, sois juste, sois dans la foi, je vais être dans la foi, sois dans l'espérance, je vais avoir de l'espérance, sois dans la charité, je vais être charitable». Ça ne marche pas comme ça. Il faut étudier un certain nombre de savoirs, connaître, avoir acquis un ensemble de bagages pour commencer à comprendre de quoi il est question. C'est pour ça que l'étude est importante également, dans une certaine mesure, au régime écossais rectifié. Et c'est même par là que l'instruction morale propose de commencer lorsqu'elle dit, dans ses premières phrases, au nouvel apprenti: «Vous formez avec nous une classe distinctive d'hommes voués par goût et par devoir à
à la pratique des vertus et à l'étude des connaissances qui conduisent à ces vertus. Donc il est important d'étudier ces connaissances, cette définition classique de la vertu, des vertus, qui permet de commencer à pratiquer convenablement en sachant ce que l'on fait, la justice, de commencer à être juste de manière consciente, de commencer à être juste, d'être tempérant de manière consciente, à être prudent de manière consciente, c'est-à-dire à être sage de manière consciente, à être fort de manière consciente et éclairée. Si on pratique la vertu sans savoir ce que l'on fait, en réalité, on ne pratique rien du tout. On dit pratiquer quelque chose, mais on ne fait que dire et on ne fait jamais faire. On est aveugle, on est insensé, on n'a aucune idée du sens dans lequel poser nos actions. Or, c'est précisément cela que l'étude permet de recouvrir, la vue pour savoir avancer dans la bonne direction. Et donc, je suis, très heureux de savoir que beaucoup, de frères et de sœurs écoutent ces vidéos, écoutent leurs seconds surveillants, écoutent leurs parrains, leurs maîtres, d'autres maîtres, que certains frères vont dans les convents pour non pas seulement écouter les maîtres, mais pour, comme le dit très bien Bertrand Vergely, pour aller voir ces maîtres et pour aller être avec eux et pour non pas seulement se ressourcer, mais pour contempler un exemple, des exemples de vertu auprès d'eux, afin de pouvoir commencer à en avoir une certaine connaissance en ayant étudié, c'est-à-dire observé les textes, les hommes, les maîtres, et commencer à se l'appliquer à soi-même. Bien, quand on a avancé dans cette étude, on commence à pratiquer les vertus de mieux en mieux pour finir un jour par les maîtriser toutes, et c'est là que l'on commence à retrouver, à recouvrer la vertu et que l'on commence à rentrer dans un état accompli où l'existence entre dans une conformité avec l'essence de l'homme et où l'on sent à l'intérieur de soi-même un véritable accomplissement. Parvenir à un tel degré de connaissance et de maîtrise et de pratique concrète des vertus donne l'image que l'on doit retenir du chevalier. C'est exactement ce que le preux chevalier, le noble chevalier a été, est encore et sera dans la tradition chevaleresque. Arrivé au terme de cet apprentissage, tant théorique que pratique, voilà la fonction initiatique des vertus au régime écossais rectifié. Et oui, les vertus ont une fonction initiatique. Elles nous emmènent vers une plus haute connaissance de nous-mêmes et ce faisant, elles nous font passer dans un état qui va au-delà de la vertu, dans un état de la métaphysique des vertus. Et ce faisant, on retrouve notre véritable place, c'est à cela qu'elles servent. On retrouve le véritable nom de l'homme, sa véritable place au sein de l'organisation et de la création. On devient réellement, pleinement homme terrestre, homme cosmique et homme divin, c'est-à-dire en relation avec Dieu, autrement appelé l'homme religieux. Le retour qui s'opère alors, après cette épiphanie, une fois que l'homme recouvre son sens primordial de cette manière, est un retour éclatant de lumière et éclatant d'un mot en particulier, éclatant de bienfaisance. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on rencontre
on entre en rencontre avec soi-même et on rentre en rencontre avec la vertu, avec l'homme vertueux, ne serait-ce qu'un instant, on perçoit ce qu'est non pas seulement la charité, la foi et l'espérance, mais on conçoit ce qu'est la bienfaisance. C'est pas seulement une vertu, mais bienfaisance qui est beaucoup plus que les vertus en réalité, qui est le résultat sur terre de l'homme vertueux et qui a transcendé l'intégralité de ce qu'il doit être et qui commence alors à faire tout dans le bien, ou autrement dit, qui commence à tout faire bien, à tout bien faire, à être dans la bienfaisance, faisant les choses bien, bellement, sagement. Autrement dit, fait avec force, fait avec beauté, fait avec sagesse. Pour arriver à remplir exactement sur cette terre ses devoirs de force, de sagesse et de beauté, pour arriver à comprendre ce que cela signifie, il faut rentrer dans une dimension absolument plus grande de la vertu et cette dimension, c'est la dimension de la bienfaisance. Ce n'est pas pour rien que le grade chevaleresque se termine en tant que chevalier bienfaisant de la cité sainte, qui est à la fois cité terrestre, céleste et terrestre. Il faut que cette célestialité de la bienfaisance revienne sur terre après en avoir fait la remontée. Elle en entame la descente afin de faire venir sur terre les vérités célestes. Pour ce faire, il s'agit d'entrer dans cette relation constante entre la terre et le ciel, remonter vers la terre pour redescendre vers le ciel. Ce qui n'est pas sans faire écho à une symbolique maçonnique des premiers grades, du tout premier grade, du fil à plomb, qui effectivement est une descente à l'intérieur de soi-même, mais il est écrit dans les Écritures que le royaume de Dieu est en dedans de nous, que le ciel est en dedans de nous, aussi descendre à l'intérieur de nous est précisément la même chose que faire que monter dans une transcendance vers le ciel. Il s'agit d'avoir cette relation symbolique et parabolique du ciel, de la terre au ciel et du ciel à la terre. Lorsque l'on est un chevalier bienfaisant de la cité sainte, c'est cela que l'on doit savoir réaliser à chaque instant de sa vie. Vous comprenez que ce n'est pas une partie de plaisir, sinon, si c'est une partie de plaisir, ce n'est certainement pas une chose qui s'opère forcément après quelques jours ou après quelques années. Ça peut prendre un certain temps et c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir qu'il y a eu et qu'il y aura encore des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte que vous côtoyez, que vous avez côtoyé, que vous côtoierez encore, qui ont réalisé cette remontée vers le sanctuaire, vers le ciel, et qui ont également entamé et même commencé véritablement de manière décisive cette, ce travail de bienfaisance envers le monde ici-bas. Lorsqu'un jour vous sentirez que vous serez arrivé au terme de cette route sur le sentier de la vertu et de la vérité, comme en parle très justement l'instruction morale, alors vous vous sentirez également vous ouvrir à la connaissance dont je parle si souvent. Et vous allez voir une transformation à l'intérieur de vous-même qui va s'opérer. Tout va changer et tout va aller très vite et vous allez faire des choses avec la plus grande des vertus, la plus grande des attentions, la plus grande des bienfaisances. Et à ce moment-là, vous comprendrez ce que voulait dire Jean-Baptiste Villermoz dans ce troisième passage de l'instruction morale. Écoutez bien, le voile qui couvre nos mystères ne pourra être levé devant vous qu'à mesure que votre intelligence le percera. Votre premier instant dans l'ordre ne peut y suffire. Leur développement parfait sera donc un jour la récompense de votre zèle, de vos vertus et de votre persévérance. Merci à tous pour votre attention ce soir.
nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. La semaine prochaine, si tout va bien, lors de la prochaine séance, nous aborderons la thématique du secret en franc-maçonnerie et nous parlerons à cet égard de beaucoup de faux secrets, de faux semblants vis-à-vis du secret et nous essayerons de démystifier le secret.